Alors, quels sont les différents moyens de paiement internationaux? Alors, il y a d'abord le chèque. Alors, très honnêtement, on ne va pas se raconter de bêtises, le chèque est un moyen de paiement international qui est très peu utilisé. Pourquoi? Parce que le chèque présente peu de sécurité, il peut être volé, il peut être sans provision, ou alors même il peut être perdu. Par ailleurs, le problème du chèque, c'est que son traitement est assez long, surtout à l'international, le temps qui se passe entre son émission et l'encaissement par l'exportateur, et quelquefois ça peut prendre de 15 jours à un mois et demi. Donc très honnêtement, bien que ça existe, ce n'est pas interdit bien sûr, en international, le chèque est un moyen qui est peu utilisé. Vous avez également la traite, ou qu'on appelle également la lettre de change. Alors ça, vous savez tous ce que c'est. La lettre de change est un écrit par lequel l'exportateur, que l'on appelle dans ce cas-là le tireur, donne l'ordre à l'importateur, donc le tiré, de payer une certaine somme à lui-même, donc le tireur, ou à un tiers. Bien entendu, là, il ne s'agit pas de faire un cours de droit du crédit, hein, c'est juste pour faire une énumération des différents moyens de paiement internationaux. Vous avez également le billet à ordre. Alors, vous vous souvenez peut-être la différence entre une lettre de change et un billet à ordre. C'est à peu près la même chose, sauf que le billet à ordre, lui, en fait, c'est comme si c'était une reconnaissance de dette par lequel le souscripteur, donc l'acheteur, donc chez nous l'importateur, s'engage à verser une somme à l'ordre du bénéficiaire de l'exportateur. Autrement dit, la lettre de change en termes internationaux se fait à l'initiative de l'exportateur, alors que le billet à ordre se fait à l'initiative de l'importateur. D'accord ? Honnêtement, il est peu utilisé dans les échanges internationaux. Vous avez également ce qu'on appelle le crédit documentaire ou le CREDOC. Alors, quel est le principe du CREDOC? Le crédit documentaire, ou CREDOC donc, est une lettre par laquelle le banquier de l'acheteur promet au banquier du vendeur de régler un certain montant sur présentation d'un certain nombre de documents, des factures, des titres de transport, des certificats d'origine, qui attestent que l'exportateur a bien livré les biens. Donc, en faisant ça, il assure ainsi la garantie du paiement. Quel est le mécanisme du CREDOC? L'acheteur donne l'ordre à sa banque d'ouvrir ce que l'on appelle un crédit documentaire au nom de son fournisseur. La banque du débiteur ouvre le crédit dans une banque correspondante située dans le pays de l'exportateur. Le correspondant informe l'exportateur de l'existence du crédit et donc du coup l'exportateur remet les biens entre les mains du transporteur qui lui fournit un certain nombre de documents. L'exportateur envoie ces documents à la banque correspondante qui, après les avoir vérifiés, règle le prix des marchandises. La banque correspondante adresse alors l'ensemble des documents à la banque de l'importateur et la banque de l'acheteur remet les documents à l'importateur en contrepartie du paiement de la créance. L'acheteur, en échange des documents, récupère évidemment ses marchandises auprès du transporteur. C'est ça que l'on appelle le mécanisme du CREDOC. Vous avez également ce que l'on appelle la lettre de crédit. Alors là, il ne s'agit pas d'une garantie bancaire comme le CREDOC, mais il s'agit plus d'une garantie bancaire que d'un mode de paiement comme le CREDOC, excusez-moi. La lettre de crédit est émise en faveur de l'exportateur par la banque de l'importateur. Donc comment ça se passe? L'acheteur demande à sa banque d'émettre une lettre de crédit en faveur du vendeur. La banque de l'acheteur rembourse l'exportateur en cas de défaillance de l'acheteur. Vous comprenez la sûreté que ça donne. Donc, elle permet de dédommager l'exportateur en cas de non-respect du contrat. C'est une procédure simple, rapide et peu coûteuse. Toutefois, elle représente moins de garanties que le crédit documentaire, bien entendu. Vous avez également ce qu'on appelle le virement bancaire, qui est pas mal utilisé à l'international. Alors, le virement bancaire est un ordre donné par le débiteur à son banquier, vous le savez, de régler une somme donnée à son créancier. Ça, que ce soit à l'international ou pas, le principe est le même. Alors ça, c'est très fréquent dans la réalité et en particulier dans les opérations internationales. Pourquoi c'est très fréquent? Parce que c'est un mode de paiement qui est sûr, rapide et qui est peu coûteux. Toutefois, attention, il ne couvre pas le risque de défaut du débiteur, bien entendu.
Alors maintenant, comment nous allons aborder un autre thème, la gestion du risque de non-paiement d'un client étranger. Vous comprenez bien que pour gérer le risque de défaut de ses clients, l'exportateur il a le choix entre transférer ce risque dès son apparition ou attendre le non-paiement des créances. Donc nous allons voir ces différents éléments. D'abord, le transfert de risque de défaut à un tiers. Comme nous venons de le voir, il y a donc le recours au crédit documentaire. Le recours au crédit documentaire offre la possibilité à l'exportateur de transférer donc ce risque sur sa banque ou sur celle de l'acheteur. Vous avez également, vous en avez probablement entendu parler, la COFAS. Donc la COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, elle joue un rôle d'assurance en procédant au remboursement des créances qui sont non remboursées. Ensuite, vous avez l'affacturage ou le forfaitage. Alors, l'entreprise peut aussi choisir de revendre ses créances à une société d'affacturage, factoring, ou de forfaitage, qu'on appelle fairfacking. Tandis que les opérations d'affacturage portent sur l'ensemble des créances à l'exportation, acceptées par le facteur bien entendu, le forfaitage ne concerne que certaines transactions. Donc vous voyez la différence entre l'affacturage et le forfaitage. C'est juste un petit problème de vocabulaire essentiellement. L'affacturage, c'est toutes les créances qui sont à l'exportation qui sont acceptées par le facteur, tandis que le forfaitage, ce n'en sont que certaines transactions. Les sociétés d'affacturage peuvent se mettre en rapport avec leurs homologues étrangers, bien entendu, et ça facilite le remboursement des créances. Les contrats portent alors sur la globalité des ventes de l'entreprise. Bien sûr, ce service a un coût et il est exprimé sous forme d'agio, bien entendu. Ensuite, le risque, la gestion du risque de défaut à posteriori, ce que nous venons de voir, je veux dire le crédit documentaire, la COFAS, l'affacturage ou le forfaitage, ça c'était des gestions de risque a priori. Là, on va travailler à posteriori. Lorsqu'un client fait défaut et qu'aucune couverture de ce risque n'a été mise en place en amont, si vous préférez, le créancier dispose de plusieurs solutions. Il y a d'abord le recours à la compensation. Ensuite, il y a transformer la créance non réglée en part dans le capital du débiteur. Et il y a aussi la revente des créances à un tiers, moyennant une perte évidemment importante. Donc, le recours à la compensation. La dette est réglée en nature, les produits proposés étant en général des matières premières. Alors, autrement dit, là, ça existe, mais enfin, c'est quand même assez rare, puisque vous vous rendez compte, la dette est réglée en nature. Alors, il faut que ce soit des cas particuliers, des activités particulières. Mais ça existe. Évidemment, dans ce cas-là, le Trésor international remplace le coût de défaut par de nouveaux risques, le risque de qualité ou le risque commercial, bien entendu. Vous avez également la possibilité de transformer la créance non réglée en part dans le capital du débiteur. C'est ce qu'on appelle un debt equity swap en anglais. Alors, il y a également la revente des créances à un tiers, moyennant une perte évidemment conséquence. Alors là, il ne faut pas oublier que le défaut signifie que la dette n'a pas été payée dans les délais initialement prévus, mais il n'est pas interdit que ce soit payé plus tard, bien entendu.